Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 13e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances et bâtir la vie que vous méritez. Ici, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois, pour atteindre la liberté financière. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Malika Deriche, écrivaine rentière dans l'immobilier et podcasteuse passionnée par l'autonomie financière et personnelle. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très spécial pour moi. En effet, dans cet épisode, je vous parle de mes débuts en tant que rentière et tout ce que j'ai appris depuis. Je vais partager avec vous mes erreurs, mes réussites et les précieuses leçons que j'ai tirées pour construire un portefeuille immobilier solide. Alors, mesdames, préparez-vous, prenez un carnet pour noter et plongeons ensemble dans cet épisode. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous répondiez à cette question dans la zone des commentaires. Qu'est-ce qui vous empêche le plus d'investir dans l'immobilier? En quelques mots, quel est votre plus grand frein? Prenez le temps de répondre en commentaire, s'il vous plaît, c'est important. Cet épisode se compose de 6 parties. Partie 1, pourquoi j'ai choisi l'immobilier pour atteindre l'indépendance financière? Partie 2, mes peurs et mes doutes. Partie 3, mes premiers investissements immobiliers et leurs résultats. Partie 4, les erreurs que j'ai commises et comment je les ai surmontées. Partie 5, les leçons clés pour réussir en immobilier. Partie 6, bilan de l'épisode. Partie 1, pourquoi j'ai choisi l'immobilier pour atteindre l'indépendance financière? Avant de répondre à cette question, voici quelques chiffres intéressants. En France, environ 30% des investisseurs sont des femmes. Dans le monde, les femmes représentent 23% des investisseurs. Quand j'ai commencé à rêver d'indépendance financière, j'ai tout de suite pensé à l'immobilier. Et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, l'immobilier est un actif tangible. Contrairement à d'autres investissements comme les actions ou la crypto-monnaie, un bien immobilier est quelque chose de concret que vous pouvez voir, toucher et gérer. Concernant la crypto-monnaie, il y en a de plus en plus qui, en s'adossant à l'or, deviennent ou voudraient devenir des actifs tangibles. Dans mon e-book 10 choses à savoir sur la finance islamique, je vous explique ce qu'est un actif tangible plus en détail. N'hésitez pas à vous procurer cet e-book assez génial, hein, soyez honnête, et vous trouverez évidemment le lien dans la barre d'information. Deuxièmement, j'ai pensé à l'immobilier pour les revenus passifs. L'immobilier permet de générer des loyers réguliers qui contribuent à votre indépendance financière. Troisièmement, je ne cherchais pas l'effet de levier. Je sais que de manière générale, on vante les mérites du crédit immobilier pour investir sans avoir un capital immense au départ. Maintenant que vous me connaissez bien, en tout cas je l'espère, vous le savez, je ne recommande à personne de contracter un prêt, quelle qu'en soit la raison. Pourquoi? Car il s'agit d'une dette à rembourser et que selon moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise dette, comme je vous le dis dans mon livre Fini les dettes. Il y a une dette ou des dettes à rembourser chaque mois et il faut une gestion budgétaire solide pour rembourser tout ça, une gestion budgétaire à avoir en conséquence. Pour ma part, et vous le savez certainement, je suis libre de dette depuis 2013. J'avais plus de 12 000 euros de dette à rembourser seule. J'ai décidé de ne plus jamais être endettée de ma vie, donc ne pas profiter de l'effet de levier. Pour moi, c'était ne pas chercher à convaincre une banque ou un organisme de prêt bancaire de me prêter de l'argent. Donc, c'était clairement du stress en moi. Quatrièmement, j'ai pensé à l'immobilier pour la sécurité. Même si le marché fluctue, l'immobilier reste un des investissements les plus sûrs à long terme. Tous ces avantages m'ont motivé à faire mon premier achat immobilier en 2023, malgré mes peurs et mes doutes. Partie 2, mes peurs et mes doutes. Comme tout être humain, et même si je suis convaincue que la peur n'existe pas vraiment et qu'elle n'est qu'une vue de l'esprit, j'ai tout de même eu certaines peurs et beaucoup de doutes. Je vais vous les citer ici pour que vous sachiez qu'on en a toutes, que c'est normal et qu'il n'y a pas lieu de culpabiliser ni de se sentir bête. Nous verrons aussi comment j'ai réussi à lever ces peurs et ces doutes pour oser me lancer dans l'investissement immobilier. Je savais déjà que, où qu'on se trouve dans le monde, les femmes investissent moins que les hommes. Et ce, pour deux raisons majeures.
Premièrement, de manière générale, les femmes ont des revenus moins élevés que les hommes. Deuxièmement, les femmes sont aussi moins instruites financièrement que les hommes. Je vous en parle dans mon livre Fini les dettes et je vous en parle aussi beaucoup dans ce podcast. On ne nous donne pas accès aux bonnes informations, on ne nous explique pas comment investir. De plus, quand on a toutes les bonnes infos au bon moment, on essaye de nous faire croire, plus ou moins subtilement, que ce n'est pas une bonne idée, que ce n'est pas fait pour nous, que nous n'en sommes pas capables. Enfin, quand les femmes investissent dans l'immobilier, c'est très souvent pour acheter un logement en couple, car elles sont persuadées que si elles n'achètent pas un logement en couple, elles n'auront pas de prêt bancaire et ou qu'elles ne peuvent pas y arriver seules. Vous l'aurez certainement compris, personnellement, je n'ai pas eu de peur ni de doute concernant le prêt immobilier car je savais que je ne passerais pas par cette case-là et je suis propriétaire sans avoir emprunté d'argent à qui que ce soit, ni à la banque, ni à un ami, ni à un prêt, ni à un institut de prêt. Mais j'ai eu peur de ne pas réussir à rassembler suffisamment d'argent. Clairement, je doutais de mes capacités à trouver un bon bien immobilier et je craignais de ne jamais réussir à devenir rentière. Ensuite, évidemment, j'ai eu peur de ne pas gagner d'argent. Alors, voici ce que j'ai fait pour mettre fin à mes doutes et à mes peurs. Petit 1, j'ai rationalisé. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, la peur n'existe pas, tout n'est qu'une vision de l'esprit. Quand on veut se lancer dans un projet aussi important que l'investissement immobilier, il faut s'y préparer. Comment? Eh bien, petit A, en se formant. J'aime profondément l'immobilier pour tellement de raisons. Au-delà de la sécurité et des revenus récurrents qu'il engendre, un bien immobilier permet à quelqu'un de vivre dans un endroit confortable et sécurisé pour une période plus ou moins longue. Et être celle qui fournit, entre guillemets, ce bien me rend fière de moi. Je me sens aussi très honorée de pouvoir le faire. Donc, je me suis formée de toutes les manières possibles. J'ai beaucoup appris en lisant des revues, des magazines, des articles sur l'immobilier, ainsi qu'en regardant des émissions traitant de l'immobilier. Achat, construction, rénovation, location, recherche, vente, LCD, colocation, immobilier éco-responsable, réglementation, etc. Je ne cesse d'apprendre sur l'immobilier parce que j'adore ça. Ensuite, je me suis formée à la LCD en sous-location légale. Là encore, j'ai énormément appris. Dites-moi en commentaire, mesdames, si vous voulez que je vous fasse un épisode spécifique sur la formation en LCD, en sous-location légale, ou spécifique sur la sous-location légale. Dites-moi si la LCD, la sous-location légale, la formation autour de ce thème-là, ça vous intéresse. Comme ça, je pourrais préparer un épisode. Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas, mesdames. Petit B, on reprend le cours de l'épisode, petit B en passant à l'action. Lors de ma formation dont je viens de vous parler, j'ai loué mon tout premier bien en sous-location légale. J'en ai même loué, pendant ma formation, j'en ai loué un et après ma formation, j'en ai loué un second. Et j'ai énormément appris et j'ai même gagné de l'argent dès les premiers jours. C'était génial, d'autant plus qu'il ne s'agissait pas de 3,50 €. Je vais être honnête avec vous, dès que je me suis lancée dans l'immobilier, j'ai gagné mes premiers milliers d'euros. Petit 2, en avançant pas à pas. Vous vous lancez dans l'immobilier en avançant pas à pas. Très rapidement, j'ai vu les limites de la sous-location légale. Mon projet de vie va plus loin que payer le loyer d'un propriétaire pour gagner de l'argent. Moi, je rêvais de créer, de développer mon propre parc immobilier. Et je voulais que ce soit un parc immobilier éco-responsable. Pour moi, c'est très, très, très important. L'écologie fait partie de ma vie. L'écologie fait partie de la vie, de manière générale. Alors, j'ai décidé d'arrêter la sous-location légale pour me lancer dans l'achat de mon premier bien immobilier. Petit 3, en budgétisant comme la pro que je suis. J'avais peur de ne jamais réussir à investir dans l'immobilier car je doutais de ma capacité à réunir une grosse somme d'argent et je ne veux pas contracter de prêt bancaire. Heureusement, je suis une pro des finances et en voyant que je gagnais l'équivalent d'un loyer par mois, une fois toutes les charges déduites, j'ai checké mes finances et j'ai vu que je pouvais mettre moi-même cette somme de côté. Ainsi, je me libérais des contraintes de la sous-location légale sans avoir à emprunter de l'argent. J'ai défini un budget réaliste, je ne voulais pas dépasser 12 000 € frais d'agence et notaire inclus, mais je savais que ça pouvait arriver. Je le savais parce que j'ai fait mes recherches, tout simplement. Je me suis formée à l'immobilier, donc je sais où chercher et quoi chercher. J'ai réuni l'argent que j'avais gagné et j'ai commencé à épargner l'équivalent d'un loyer tous les mois.
Petit 4, évidemment, ensarment de patience. Est-ce que vous connaissez la diagonale du vide, mesdames? Il s'agit d'une étendue en France où l'immobilier est moins cher qu'ailleurs, vraiment moins cher. Et les paysages sont à couper le souffle. Moi, c'est dans cette diagonale du vide, ou sur cette diagonale du vide, que je voulais investir. Pourquoi? Parce que j'étais persuadée que mon projet éco-responsable y trouverait toute sa place et que je trouverais facilement. Mais les recherches ont été plus longues que prévu. Petit 5, en ayant une vision long terme. Avant de se lancer dans l'immobilier, il est important de savoir pourquoi on le fait. Il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse, évidemment, hein, juste une raison, celle qui nous motive suffisamment pour vous lancer et tenir bon, même quand tout va mal. Moi, je rêve d'un immense parc immobilier éco-responsable. Et c'est ça ma vision long terme. Pour d'autres, ce sera acheter sa résidence principale ou acheter une résidence secondaire, un appartement à louer, un bien commercial ou autre. Peu importe, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'importance est de garder en tête votre idée, cette vision et d'avancer chaque jour vers elle. C'est ça votre objectif. C'est comme ça qu'on se lance dans l'immobilier. Mon plus gros doute a été très clairement, et si ça ne marche pas? C'est venu juste après, et si je ne trouve pas? Si je ne trouve pas, j'ai bossé pour savoir, j'ai bossé, j'ai bûché, j'ai fait mes recherches pour savoir si vraiment je ne pouvais ne pas trouver. Mais et si ça ne marche pas, ça m'a vraiment perturbée. D'abord, ne pas trouver de bien immobilier à acheter, c'est impossible. Impossible, sauf si tu n'as pas envie d'acheter de bien immobilier et donc tu ne cherches pas de bien immobilier. Une fois que tu as défini ton secteur de recherche et ton enveloppe, tu vas affiner ta recherche et tu vas t'accorder avec toi-même pour être prête à faire des compromis. Donc là-dessus, pas de doute, on trouve toujours un bien immobilier. Mais la question, et si ça ne marche pas, je fais quoi? M'a clairement très longtemps empêché de dormir. Et pour cause. Ce premier achat immobilier est ma pierre angulaire, celle sur laquelle je bâtis ma richesse, mon expérience dans le domaine et plus important encore, mon patrimoine familial. Ce n'est pas rien. Vous l'aurez compris, je suis partie de moins 12 000 euros à la création d'un patrimoine familial. J'ai des enfants, j'en ai trois, donc ce n'est pas rien de vouloir construire un patrimoine familial. Donc cette question-là, et si ça ne marche pas, je fais quoi? Elle me hantait. J'ai longuement réfléchi à cette question et voici ma réponse. Ça marchera, Inch'Allah. Si ça ne marche pas comme je le souhaite, ce sera chez moi. Voilà tout. Vous allez comprendre tout de suite dans la partie 3. Partie 3, mes premiers investissements immobiliers et leurs résultats. J'ai fait 2 investissements immobiliers dont je vais vous parler ici. Mon tout premier achat a été un terrain constructible à Lemenoux. Pourquoi un terrain et non un appartement? Eh bien parce que le coût était abordable, moins de 10 000 euros frais inclus, et cela correspondait complètement à mes moyens de l'époque et à mon projet. De plus, ça répondait parfaitement à ma question: et si ça ne marche pas? Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire: acheter de la terre, on n'en fait plus. Et cette personne a complètement raison. Parce qu'on peut construire autant qu'on veut et ce qu'on veut si, et seulement si, on a la place, on a l'endroit pour le faire. Et quel meilleur endroit qu'un terrain pour construire mon premier parc immobilier? Là, j'étais vraiment rassurée, même si des doutes subsistent toujours, ce qui est tout à fait normal. Il s'agit de faire taire ces doutes, sauf si ça peut clairement foutre votre vie en l'air. Là, ce n'est pas le cas, car je gère et optimise mes finances, je sais où je mets les pieds et je n'ai pas d'emprunt à rembourser. Voici les étapes à suivre. Petit 1, recherche et visite. Pour ma part, j'ai visité plusieurs terrains dans ma région avant de choisir celui-ci, je vous en ai parlé sur Instagram. Et dans un article de mon blog, l'article du site pardon, locatom33.com, j'ai sillonné la France pour trouver mon terrain. Petit 2, analyse de la rentabilité. Je savais que je voulais exploiter ce terrain pour du locatif court terme éco-responsable. Petit 3, financement. J'ai acheté ce terrain avec mes économies, sans emprunt, pour éviter le stress de la dette. Résultat. Le projet prend forme petit à petit. Au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes le 10 janvier 2025 et une première mini-maison est en place. Cette mini-maison-là, c'est mon deuxième achat immobilier. J'ai acheté un terrain, premier achat immobilier, j'y pose une maison, deuxième achat immobilier. Et cette maison augmente la valeur du terrain. Cette maison
n'est pas encore prête à être exploitée en location courte durée. En effet, je suis encore en chantier et je réfléchis à des moyens simples pour exploiter mon terrain en attendant que ce premier logement soit opérationnel, car l'objectif de ma vie d'entrepreneur et de rentière, c'est de gagner de l'argent. J'y verrai plus clair dès que ma maison sera connectée à l'eau. D'ailleurs, j'attends le devis. Vous voyez, mesdames, ça, là, l'attente du devis, c'est un impondérable. Comme je ne connais pas le montant de devis, comme je ne l'ai pas, je n'ai pas ce devis qui me dira combien coûte la connexion à l'eau pour mon chantier, je ne peux pas avancer. Certes, je peux avancer sur d'autres choses, mais elles ne concernent pas réellement l'habilitation de ma maison. Je suis dans l'immobilier depuis 2020. J'ai commencé par la sous-location légale que j'ai arrêtée en 2022 pour me lancer dans l'achat de mon premier bien immobilier. Pour moi, c'est ça, la définition de l'indépendance. Avoir mon propre bien que je puisse exploiter selon mes règles et mes valeurs. Ce n'est qu'un début, mais c'est un pas important vers mon objectif d'indépendance. Et ça prend du temps parce que je travaille sans soutien financier extérieur. C'est à la fois un choix et un non-choix. Je vous explique tout ça pour vous expliquer, pour que vous compreniez que tout le monde n'avance pas de la même manière et il est important, en tout cas il me semble important de rappeler que dans ce podcast Fini les dettes, on aborde tous les sujets de l'argent sans tabou ni langue de bois et on trouve des solutions, donc je partage mes solutions pour que vous puissiez avancer et vous enrichir, atteindre votre liberté financière sans emprunt bancaire. Donc, je vous le disais, j'ai choisi de ne pas faire d'emprunt bancaire et je vous le dis très sincèrement au début, je pensais vouloir emprunter à quelqu'un. J'ai longuement réfléchi et voici ce que j'en ai conclu. Non, je ne veux pas emprunter d'argent à des inconnus. Je ne veux pas faire appel à des investisseurs et je ne me sens pas suffisamment proche de ma famille pour lui emprunter de l'argent. Il en va de même pour mes amis. Je n'ai pas de problème à parler d'argent, mais je ne me sens pas suffisamment proche d'eux pour leur emprunter de l'argent. J'ai lancé une campagne de financement participatif qui a fait un bide. Ça n'a jamais pris, mais elle m'a appris une chose importante. Mes proches ne me soutiennent absolument pas de cette manière, en me donnant de l'argent, en me prêtant de l'argent. Je pense qu'il y a un vrai tabou autour de l'argent, évidemment. Il y a l'idée que tu dois souffrir pour obtenir ce que tu veux, surtout si tu es une femme. J'ai pleinement conscience que si je m'appelais Malik, ma famille serait les pop-up girls de ma vie. La seule chose qui m'a permis de gagner de l'argent et qui me le permet encore, c'est la vente de mes livres. Donc, dire à mes proches, j'ai besoin d'argent pour mon chantier, le meilleur moyen de me soutenir, c'est d'acheter mes livres, et fini les dettes en particulier parce que c'est pour moi le livre le plus important, et en plus, bonus, c'est sur ce livre que je gagne le plus d'argent. Là, ça parle à certains de mes proches. Ça parle aux proches qui veulent réellement me soutenir. Tous mes proches ne veulent pas me soutenir. Et ça me va complètement. Au moins, je le sais, je n'en fais pas un drame, je n'en fais pas une affaire personnelle. Le vrai point positif de cette histoire, c'est que j'ai créé un cercle vertueux et que ça m'a permis de m'en rendre compte, grâce à mes deux sources de revenus qui sont les livres et l'immobilier. Même si ça prend beaucoup de temps et que je dois continuer d'investir en fonds propres au moment où je fais cet épisode, chaque livre vendu me permet d'avancer sur mon chantier. Partie 4, les erreurs que j'ai commises et comment je les ai surmontées. Comme vous allez le voir dans cette partie, mesdames, j'ai fait les erreurs les plus communes, celles que la plupart des gens font. Mon but en les partageant avec vous, c'est que vous sachiez comment ne pas commettre ces erreurs et que vous compreniez qu'il existe toujours une solution. Vous le savez, on n'abandonne pas parce qu'on se trompe. Non, non, il existe des solutions pour chaque problème et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voici mes erreurs et comment les surmonter. Petit 1, sous-estimation des délais. Au début, j'étais naïve. Au début, je pensais que tout serait opérationnel en quelques mois. En réalité, entre les démarches administratives, les travaux et les imprévus et les impondérables, cela a pris beaucoup plus de temps. Ça n'a pas été facile parce que j'aimerais que tout aille aussi vite que dans ma tête. Et la leçon à en tirer, c'est prévoyez toujours une marge de temps et soyez patiente. Le premier bien immobilier, il est connu pour être le plus compliqué. C'est celui qui nous permet le plus d'apprendre, notamment parce qu'on fait beaucoup d'erreurs malheureusement et que en fait, c'est comme un test. Moi, ça m'a montré que je suis beaucoup plus patiente que ce que je pensais. De toute façon, l'entrepreneuriat de manière générale te fait grandir, te fait évoluer, te fait progresser et ça vient même corriger ce qu'on considère être comme de défauts. L'impatience, c'est un défaut dans cette vie puisque on finit par comprendre, je l'ai dit, j'ai 43 ans, donc j'ai un peu de vécu derrière moi, on finit par comprendre que la vie n'est qu'une suite d'expériences. C'est une suite
d'épreuves, de joie et de peine, c'est comme ça. Et l'entrepreneuriat, que ce soit l'immobilier ou autre, ça vient vraiment à la fois te tester, à la fois te bousculer, et à la fois te faire un câlin d'amour quand tu découvres toi ta résilience. Deuxième erreur, mauvaise estimation des coûts. Les travaux et l'installation de la mini-maison ont coûté plus cher que prévu. La vraie raison, c'est parce que le terrain est à plusieurs heures de chez moi. J'ai réellement absolument tout budgétisé sauf ça. Le déplacement jusqu'au terrain, qui se trouve à 3 heures de chez moi, est un coût supplémentaire que je n'ai pas pensé intégrer dans l'enveloppe globale. Sincèrement, j'en ai honte. Oublier d'intégrer les frais de déplacement à mon budget chantier, c'est une grave erreur pour moi, c'est même une erreur de débutante alors que je suis diplômée en comptabilité. Mais j'ai conscience et j'ai appris que je ne peux pas être partout et mon cerveau non plus. J'ai 2 activités professionnelles qui sont très différentes l'une de l'autre. J'ai 3 enfants scolarisés. J'ai un époux et une mauvaise santé. Je suis née avec une maladie rare qui s'appelle la maladie de Stroop-Lorrain. Celle-ci a entraîné un handicap moteur. Donc même si je suis HPI, au potentiel intellectuel, je ne peux pas tout réussir parfaitement. Ça pique, mais c'est la vérité. Pas en ce moment, en tout cas pas avec ma vie actuelle. Et du fait de mon handicap, je délègue pratiquement tous les déplacements sur le terrain. Et donc, j'en paie une part. La leçon à en tirer, et là, c'est très important, c'est la comptable et la pro du budget et la rentière qui vous parle. Mesdames, ajoutez toujours 20% à votre budget initial pour faire face aux imprévus. Concrètement, moi j'aime expliquer les choses concrètement, hein. Vous faites votre enveloppe budget, donc vous additionnez absolument tout. L'achat, les réparations éventuelles, absolument tout. Et une fois que vous avez votre coût, votre total, vous faites le coût total plus 20% de ce coût. Là, vous avez le montant de votre enveloppe, le montant réel de votre enveloppe, j'ai envie de vous dire, même si 20% c'est beaucoup, mais c'est ça le vrai prix. Petit 3, et là, on va s'en parler, c'est le manque de réseau. Pour moi, c'est l'une des plus grandes problématiques quand on se lance dans l'immobilier et dans un projet de manière générale. Vous le savez, je suis entrepreneur je suis dans l'entrepreneuriat depuis 2014, donc ça va bientôt faire 11 ans. Je me suis toujours lancée en étant convaincue que mes proches me soutiendraient. Ça n'a pas vraiment été le cas. Comme je viens de vous le dire, je suis entrepreneur depuis 11 ans et dans l'immobilier depuis 4 ans. Je crois avoir compris pourquoi nos proches ne nous soutiennent pas toujours et ce qui nous empêche de créer et de développer notre réseau. Pour commencer, notre entourage ne sait pas toujours comment nous soutenir. Il y a aussi des personnes qui n'ont pas envie de le faire. Le mieux, c'est d'expliquer à ses proches comment vous soutenir. Pardon pour le bruit. Comme je l'ai expliqué, moi j'ai dit à mes proches: «J'ai un chantier, j'ai besoin d'argent pour, mon chantier, je dois réunir telle somme. Le meilleur moyen de m'aider, c'est d'acheter mes livres». Heu, je sais qui parmi mes proches l'a fait et je sais qui parmi mes proches ne l'a pas fait. Donc il y a des gens qui ne s les proches qui l'ont fait ne savaient pas, n'avaient pas conscience, n'avaient pas connaissance que j'avais besoin d'argent, ne savaient pas pourquoi. Donc je leur ai dit comment me soutenir. Donc les gens qui voulaient me soutenir, quand je vous parle de mes proches, c'est ma famille et mes amis, ont acheté mon livre Fini les dettes. D'ailleurs, merci beaucoup, hein. N'hésitez pas à continuer de vous procurer mes livres. Je vous aime et on aime ça, hein. Vous, vous apprenez, vous divertissez grâce à mes romances et vous apprenez grâce à mes livres pratiques. Et moi, je gagne de l'argent que je réinvestis dans mes autres projets derrière. Et il y a des personnes dans notre entourage qui n'ont pas envie de nous soutenir. Et c'est OK. Ça pique, on va pas se mentir, surtout au début quand on est naïf comme j'ai pu l'être, mais c'est la réalité, il va falloir s'y faire. Petit 2, concernant l'immobilier, beaucoup de gens considèrent que c'est pour les riches. Et si comme moi, tu viens d'un milieu moyen pauvre, faire de l'immobilier, c'est un peu comme trahir celles et ceux qui n'en font pas et qui sont persuadés qu'il faut être riche, malin ou vicieux pour faire de l'immobilier. Petit 3, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont des atouts à partager. Les atouts, ça peut être un contact, une info, un conseil. Selon moi, le mieux, c'est de parler ouvertement d'immobilier avec tout le monde et en fonction de la personne à qui on parle. Exemple, une personne que tu connais a acheté sans la banque. Pose-lui des questions. Pose-lui, dis-lui que toi aussi tu cherches à faire pareil. Engage la conversation et pose-lui des questions. Moi, je connais personnellement une personne qui a acheté sans la banque, c'est moi. Donc, si tu as des questions, pose-les en dessous, en barre de commentaires en dessous de cette vidéo. N'hésite pas, je réponds toujours avec plaisir. J'ai même envie de te dire, je suis connue pour ça, pour ma gentillesse, mon honnêteté et ma bienveillance. Évidemment, hein, quand je dis gentillesse, c'est de la vraie gentillesse, hein, c'est pas la bonne poire. Voilà, je tenais
à être précisé ce petit point. Petit 4, on ne peut pas toujours compter sur notre entourage et ce n'est pas grave. Quand on parle de se créer un réseau, il s'agit en fait d'avoir les contacts des personnes qui peuvent nous aider de par leurs compétences et leurs expertises. Par exemple, un ou une agente immobilier, un ou une maître d'œuvre, un ou une notaire. Je vais vous dire un secret. Quand on fait de l'immobilier, c'est à nous d'aller chercher ces personnes-là. Si on n'a pas la possibilité de les rencontrer toutes en même temps ou au bon moment, notre carnet d'adresses, notre réseau, eh bien, ça se crée avec le temps et les opportunités. Par exemple, quand cherchais mon terrain, j'ai rencontré plusieurs vendeurs. J'ai dormi dans différents endroits où j'ai recroisé des gens, comme un agent d'accueil, une femme de ménage, des clients, etc. La clé pour se créer un réseau, c'est d'être cordial, dire bonjour, souhaiter une bonne journée, mais aussi poser des questions, s'intéresser à l'autre. Je me souviens d'une visite qui nécessitait que je passe une nuit sur place. D'ailleurs, c'était un très très bel endroit. Et c'était un projet, c'était un endroit éco-responsable. Ce jour-là, j'ai joué au billard avec mon époux. Bon, je suis nulle au billard, je vais être honnête, donc puis je n'aime pas perdre, donc j'ai triché. Mais genre, j'ai triché ouvertement, grossièrement et en riant bien fort, en m'amusant. Et je me souviens qu'une cliente qui ne jouait pas avec nous, hein, semblait consternée. Elle n'a pas du tout apprécié que je triche. Elle levait les yeux au ciel, elle n'en revenait pas. Est-ce que vous voyez où je veux en venir, mesdames? On croit souvent que les gens se connaissent parce qu'ils viennent du même milieu social, qu'ils fréquentent les mêmes endroits. Mais pas du tout. En réalité, on se rencontre dans un même endroit. L'endroit où j'ai dormi, c'est pas un endroit que je fréquente régulièrement, j'y vais pas souvent, j'y vais pas tous les week-ends. Par contre, j'ai fait des rencontres là-bas. On crée un souvenir commun en partageant le même moment. On crée du lien ou pas à ce moment-là. Nul ne peut prédire l'avenir, n'est-ce pas? Alors il est important de prendre les cartes de visite qu'on nous tend, d'écouter les conseils qu'on nous donne, de participer aux conversations et de saisir les opportunités qu'on nous offre. La leçon à en tirer est la suivante. Prenez le temps de construire un réseau de confiance dans la région où vous investissez. Entourez-vous des personnes fiables sur qui compter. Et croyez-moi, une seule personne peut vous aider à soulever des montagnes. Vous pouvez aussi rejoindre des groupes de femmes investisseurs ou des communautés en ligne. Je ne le dirai jamais assez. Contrairement à tout ce qu'on peut vous conseiller, il est important de parler de votre projet. C'est comme ça qu'on se crée du réseau. Même si ça vous met en sueur, même si vous vous sentez bête, glissez-le dans les conversations. Glissez-le à la boulangère, glissez-le à la banque, même si vous n'êtes pas prêt. Mais bon, parfois on passe par la banque, hein, on est obligé. Glissez-le à la poste, glissez-le au facteur ou à la factrice. Dites, parlez-en de façon anodine ou parlez-en, par exemple, vous emmenez vos enfants au sport, et bien parlez, je sais pas moi, à l'entraîneur ou à l'entraîneuse, parlez-en à la personne de l'accueil, parlez-en, vous en fichez. Il vaut mieux passer pour une personne qui parle trop, vous ne devriez même pas avoir peur du candidat. Parlez de votre projet à tout le monde, c'est comme ça que vous créerez un réseau et puis tant pis si les gens vous trouvent loin. On s'en fiche, l'objectif c'est de réussir sa vie, pas, de plaire à tout le monde. Passons maintenant à la partie 5, les leçons clés pour réussir en immobilier. Si vous écoutez cet épisode, mesdames, et que vous êtes arrivées jusqu'ici, je suppose que c'est parce que vous voulez investir dans l'immobilier et réussir dans l'immobilier, n'est-ce pas? Eh bien, pour réussir dans l'immobilier, il y a certaines choses que vous devez absolument faire. Et voici ces choses. Premièrement, vous devez vous former. Avant de vous lancer, apprenez les bases de l'investissement immobilier. Lisez des livres, suivez des formations, écoutez des podcasts comme celui-ci. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Je me rends compte que je ne voulais absolument pas le dire. Donc j'en profite maintenant. Il existe certainement de très bonnes formations en ligne. Elles ont un certain coût financier. Mesdames, renseignez-vous bien avant d'acheter une formation. Et je vous en prie, n'achetez pas forcément la formation la plus en vogue. N'achetez pas juste parce que la personne que vous avez eue au téléphone a l'air sympa et honnête. Faites vos recherches, fouillez sur le net pour trouver tous les avis. Tous les avis, les bons comme les mauvais. Demandez autour de vous dans la vraie vie, posez des questions, toutes celles qui vous viennent en tête. Je vous le dis souvent, y compris dans mon livre Fini les dettes, il n'y a pas de mauvaises questions. Ça n'existe pas. Et poser des questions signifie une chose très importante. Ça signifie que vous êtes intelligente, maligne et que vous vous souciez de vos affaires à vous, de votre argent. Vous vous souciez de ce que vous en faites. Petit 2, commencez petit. Vous n'avez pas besoin d'un gros capital de départ. Mon terrain à moins de 10 000 euros en est la preuve. C'est la preuve qu'on peut débuter modestement.
En 2023, j'ai acheté ce terrain de 867 mètres carrés, frais de notaire et agence inclus, à 9 050 euros. En 2024, j'ai fait construire la première maison. 2025 sera consacré à son aménagement global, eau, électricité, ameublement, décoration, etc. pour y accueillir mes clients rapidement, Inch'Allah. J'avance à mon rythme, tout cela peut sembler petit, mais ça grandit étape par étape. Comme je vous le disais, j'ai choisi d'investir dans l'une des zones les moins chères de l'Hexagone, la diagonale du vide. Il est donc important, quand on a un petit budget, de chercher dans certaines zones géographiques là où le prix de l'immobilier est moins cher. Sachez qu'un terrain est souvent moins cher qu'un studio, qui lui est moins cher qu'un T2 ou un T3. Le plus important dans l'immobilier, c'est pas tant le prix, mais c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Concrètement, quelle que soit la destination du bien, il faut qu'il soit accessible facilement et proche des commodités. À 15 ou 20 minutes d'une gare à pied, c'est l'idéal, mais c'est aussi plus cher. Vous voyez, mesdames, il y a plusieurs paramètres qui impactent directement le coût du bien et donc directement votre enveloppe. Petit 3, faire un plan à long terme. Définissez vos objectifs sur 5, 10 ou 20 ans. Est-ce que vous voulez des revenus passifs, un patrimoine à transmettre? Je vous ai un peu parlé de ma vision long terme. Je veux créer un parc immobilier éco-responsable. Comme je vous le confiais dans un précédent épisode de ce podcast, j'aimerais que ce type de bien soit la norme. De plus, il est important pour moi de m'enrichir de manière éthique. Je ne veux pas abîmer la Terre, la planète, ni exploiter les humains pour gagner de l'argent. C'est hors de question. Ce parc immobilier permettra de dynamiser la région et de créer des emplois. Et puis, je laisse aussi un héritage intellectuel positif à mes enfants et à notre descendance. Pour moi, tout ça est très important. Vous aussi, vous devez savoir pourquoi vous voulez investir dans l'immobilier. Quelle est votre vision long terme? Vous pouvez nous la partager en commentaire. Petit 4, diversifier. Mesdames, une fois que vous êtes à l'aise, donc financièrement j'entends, diversifiez vos investissements entre location longue durée, courte durée et même des biens à rénover. J'ai bien dit, quand vous êtes à l'aise, mesdames. Donc ce n'est pas grave si Paola achète un bien tous les 6 mois et pas vous, ok? Vous devez vous comparer à personne d'autre qu'à vous-même. L'immobilier est un investissement pour atteindre la liberté financière sereinement. Chaque bien que vous achetez vient enrichir votre portefeuille littéralement. Il doit vous rapporter de l'argent. Et il existe plein de manières de faire fructifier ces affaires, surtout dans l'immobilier. Clairement, si le plan A ne fonctionne pas, on place au plan B. Si le plan A ne fonctionne pas, on passe au plan B, mais avec toujours le même objectif: s'enrichir et atteindre la liberté financière. On ne peut pas atteindre la liberté financière sans s'enrichir. Et même si pour certains, la liberté financière, c'est avoir 350 euros par mois parce qu'elles peuvent vivre avec ça et que ça leur convient, il faut les trouver, les 350 euros par mois. Il faut créer cette source de revenus de 350 euros par mois net. Exemple, quand j'ai acheté mon terrain, je pensais sincèrement qu'en un an, je commencerais à générer des revenus de LCD. Genre dans ma tête, en un an, c'était plié. Ce n'est pas le cas et ce n'est pas grave parce que je n'ai pas de dette au-dessus de la tête et je sais pourquoi ça prend du temps. Je vous en ai parlé, je vous ai expliqué, je sais pourquoi ça prend du temps. Évidemment, mesdames, si vous avez des questions, des doutes, des incertitudes, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. Petit 5, ne pas craindre l'échec. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Je sais que quand on manque de soutien, on est souvent plus effrayé et on croit, à tort, qu'une erreur commise est la fin du monde. C'est faux, et heureusement d'ailleurs. Le manque de soutien familial et de nos proches de manière générale et les préjugés de genre que j'ai mentionnés plus haut, parce que j'en fais moi-même les frais, sont une réalité pour beaucoup d'entre nous. Mais il existe des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et parfois, on doit créer ces solutions soi-même. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit mon livre Fini les dettes et que j'ai créé ce podcast éponyme. On peut trouver du soutien ailleurs qu'auprès de sa famille. Petite parenthèse pour celles qui souffrent du manque de soutien ou même de moquerie de la part de leurs proches. Mesdames, vous n'êtes pas obligées de répondre à toutes les petites attaques et autres piques plus ou moins déguisées qu'on vous lance. Vous pouvez juste hausser les épaules et dire c'est comme ça. C'est comme ça est une réponse tout à fait valable. Personnellement, quand on ne me pose pas de questions sur ce que je fais, sur comment vont mes affaires, comment je développe mes activités, mon immobilier, etc., je ne dis rien. Je ne dis rien, sauf à ma mère parce qu'elle veut savoir, mais qu'elle n'ose pas demander. Voilà. Ma maman, c'est une femme qui n'ose pas demander parce qu'elle connaît chacun de ses enfants. Elle, je lui dis. Le reste, les personnes qui ne me posent pas de questions,
Je leur dis rien. Et puis ma mère, c'est une femme d'un certain âge, j'ai prévu dans ma vie de la laisser tranquille, en fait, de lui apporter du bien ou de ne rien faire. C'est comme ça. Bref, j'ai compris que derrière le manque de soutien, il y a aussi de la jalousie et de la crainte. Pour beaucoup de personnes, une femme qui investit est vénale. Alors ok, disons qu'on ne pense qu'au fric si ça leur fait plaisir. Est-ce que ça va changer la face du monde? Absolument pas. Est-ce que la Terre va se mettre à tourner à l'envers ou s'arrêter de tourner? Absolument pas. Donc on peut tout à fait continuer à faire ce qu'on veut et ce qu'on aime. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va même continuer d'apprendre à bien investir et faire fructifier nos investissements. Et on va avancer avec sérénité jusqu'à la liberté financière. Et là, nous profiterons de la vie qu'on aura co-créée. Oui, moi je dis co-créée parce que tout se fait par la grâce d'Allah. Sans sa puissance, rien n'est possible. Nous arrivons à la partie 6, bilan de l'épisode. Aujourd'hui, mesdames, je vous ai partagé mes débuts en tant que rentière et les leçons que j'ai tirées de mon expérience. Voici les points essentiels à retenir. Petit 1, l'immobilier est un outil puissant pour générer des revenus passifs et atteindre l'indépendance financière. Petit 2, mes premiers investissements étaient modestes, mais ils m'ont permis de progresser. C'est le cas de la majorité des personnes qui partent de zéro. Et c'est encore plus vrai quand on investit en fonds propres, sans la banque ni emprunt d'aucune sorte. Pas facile, peu faisable. Petit 3, j'ai appris à surmonter les erreurs grâce à la patience, à la formation et à une gestion financière rigoureuse. Petit 4, le manque de soutien ne signifie pas que vous échouerez. Pas du tout. Les choses prendront peut-être plus de temps que si vous étiez soutenu, mais ce n'est pas très grave. Vous êtes suffisamment forte et résiliente pour y arriver. Petit 5, avoir un plan clair et des objectifs précis. Avec ça, avec un plan clair et des objectifs précis, vous pouvez réussir à votre tour. Cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'ici. Si cet épisode numéro 13 vous a inspiré, aidé et ou motivé, partagez-le avec au moins une femme que vous connaissez et qui pourrait être intéressée. Je suis certaine qu'elle vous remerciera et moi aussi. Pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste un nouveau contenu. Évidemment, vous pouvez aussi liker et commenter cet épisode. Cela aide à augmenter la visibilité de mon travail et à le faire connaître à plus de femmes qui veulent tout savoir sur l'argent pour atteindre la liberté financière. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un sujet clé pour toutes celles qui veulent entreprendre, les bases pour créer une entreprise rentable sans capital extérieur. Je partagerai avec vous mes astuces et mes stratégies pour construire un business solide sans dépendre des prêts ou des investisseurs. En attendant, mesdames, prenez grand soin de vous et de vos finances. On se retrouve mardi prochain, ici même à 14 heures. Et n'oubliez pas, votre réussite est entre vos mains. Bye bye!